On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Avec l'hôte du jour, nous allons parler médecine d'urgence. L'hôte du jour c'est Claude Fuyat. Bonjour Claude. Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Bien, comme un jour où le froid envahit Paris. En tout cas, ravi de vous recevoir ici. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Claude Fuyat, je suis médecin anesthésiste réanimateur, spécialiste de médecine d'urgence. J'étais d'abord médecin militaire, j'ai travaillé pendant 20 ans à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et d'ailleurs, les 4 dernières années, j'ai été le médecin-chef des sapeurs-pompiers de Paris. Après, ma carrière a pris une autre dimension. J'ai été conseiller du directeur général de la sécurité civile, où j'ai géré un certain nombre de crises. Je suis parti à Kaboul comme médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN en tant que militaire. Après, je suis parti en Afrique, au Gabon, pour le ministère des Affaires étrangères, et j'ai monté un SMUR pour la population civile. Et ensuite, je suis rentré en France, au ministère de la Défense, pendant quelques semaines. Rapidement, après les attentats du 13 novembre, j'ai été nommé conseiller spécial de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes. Et puis ensuite, j'ai pris la retraite militaire. Et depuis, je refais de la médecine sur le terrain, dans un premier temps à Bordeaux, en anesthésie et au SAMU. Et je continue là, actuellement, au SAMU d'Agen, où je travaille à mi-temps pour continuer à pratiquer la médecine dans un pays qui manque énormément de médecins. On va revenir sur votre parcours, justement. Donc vous êtes du Sud-Ouest. Plus jeune, vous vouliez être pilote de chasse. Tout à fait, oui. Pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que, pour une raison essentielle, j'étais moins bon en mathématiques que ce que je pensais être. Et moi, je voulais faire l'école de l'air. Je voulais faire l'école de l'air. Et pour faire l'école de l'air, il fallait faire ce qu'on appelait maths sup et maths p. Et j'étais pas suffisamment bon. Et puis, on m'a rapidement trouvé une petite myopie, ce qui allait bien sûr gréver ce désir. Et là, j'étais au lycée quand ça s'est passé, ce retournement un peu d'envie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la biologie, qui m'a passionné. Et en même temps, j'avais passé un brevet de secouriste. Et de traiter des patients, ou du moins de voir des victimes potentielles, eh bien, m'a ouvert l'esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu, en gros, j'étais en première, on va dire, voulu être médecin. Parce que, en gros, voilà, vous voulez aussi, il y avait dans votre famille, il y a des militaires, il me semble aussi. Non, il y a très peu de militaires. En fait, ma famille n'est pas vraiment une famille de militaires, mais mon frère était rentré dans le service santé des armées comme sous-officier. C'est comme ça que j'ai connu, en fait, la voie de faire médecine à travers l'école du service de santé des armées. Et à l'époque, il y en avait deux, une à Lyon, à Bordeaux. Moi, j'avais choisi Lyon. Et en fait, l'école du service de santé des armées, c'est une institution, je veux dire, pour être simpliste, qui remplace vos parents, parce qu'elle paye vos études, et puis surtout, elle vous encadre et elle vous permet d'avoir une formation complémentaire à la formation qui est de toute façon médicale, qui est à l'université et dans les hôpitaux civils. Donc vous faites vos études de médecine, parce qu'à un moment donné, vous dites dans votre livre que début juillet 1976, vous êtes reçu au concours de fin de première année. Donc là, vous voyez, vos parents sont heureux parce qu'ils ont un fils médecin. Et à la fin de vos études, vous décidez d'intégrer ce qu'on appelle la brigade sapeurs-pompiers de Paris, que vous ne connaissez pas à la base. Alors, c'est pas tout à fait à la fin. Bien sûr, c'est à la fin qu'on intègre. Mais en fait, moi, je ne connaissais pas du tout les sapeurs-pompiers de Paris. Je pense que quand j'ai passé le bac, je ne savais même pas que les pompiers de Paris étaient militaires. Mais lorsqu'on s'engage dans l'armée,
on passe une visite d'aptitude. Et moi, à l'époque, j'habite Perpignan et je passe la visite médicale à la caserne qui était à Perpignan, qui s'appelait le 24e régiment d'infanterie de marine. Et dans la salle d'attente de cette infirmerie, il y avait deux revues des pompiers de Paris, revue qui s'appelle le 18. Dans une revue, il y avait un peu l'historique du service médical d'urgence des pompiers de Paris, et puis une autre revue présentait l'ambulance de réanimation des pompiers de Paris. Alors à cette époque, les armées n'étaient pas les armées comme aujourd'hui. Elle n'avait pas la cote que l'armée a aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup d'opérations extérieures. C'est une armée de caserne. Moi, j'étais rentré dans l'armée, non pas à reculons, mais je n'avais pas une motivation extrême. Moi, je suis rentré dans l'armée parce que mes parents étaient modestes, et ce qui permet de dégager financièrement cette charge pour mes parents. Et moi, je voulais avant tout être opérationnel, et j'ai trouvé que les pompiers de Paris, c'est des militaires qui font, entre guillemets, qui font la guerre tous les jours, 365 jours par an. Et j'ai dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et tout au long de mon cursus, j'ai essayé de me prépositionner pour pouvoir entrer chez les pompiers de Paris à la fin, puisque pendant mes études, j'ai fait des stages de réanimation, j'ai fait des stages dans les SAMU, et j'ai même choisi mon sujet de thèse, qui était à l'époque analyse critique et prospective de l'organisation des secours médicaux en France. Et j'avais demandé au médecin-chef des pompiers de Paris, celui qui était le médecin-colonel Noto à l'époque, et ensuite qui est devenu général, d'être mon directeur de thèse. Et puis, j'étais à la fin de ce cursus, on va au Val-de-Grâce à l'école d'application, ce qu'on appelle. Là, on est toute la promotion, il y a un concours final, et puis le premier choisi. Donc, le premier a l'embarras du choix, le dernier n'a plus que l'embarras. Et donc, si on veut avoir un bon poste, il faut bien être classé. J'étais classé second, et donc j'ai choisi les pompiers de Paris, et je suis resté 16 ans, dans un premier temps, chez les pompiers de Paris, où j'ai eu différentes fonctions, montées en fonction, si vous voulez, puisque les pompiers de Paris, c'est trois groupements opérationnels, puisque les pompiers de Paris ont la responsabilité de Paris et des trois départements limitrophes, et leur organisation est divisée en trois groupements opérationnels. Chaque groupement opérationnel défend un tiers de Paris et un département limitrophe, plus un groupement d'instruction. Et à l'époque, un groupement des services, maintenant, qui est dédoublé. Voilà. Et donc, j'ai eu différentes fonctions. La première année, j'étais médecin-chef du centre d'instruction. J'étais le seul médecin. Après, je suis devenu le médecin, le numéro 3 adjoint du deuxième groupement dans le sud de Paris. Ensuite, médecin-chef adjoint du troisième groupement. Du deuxième groupement, et ensuite médecin-chef du troisième groupement, donc qui est les quartiers chics de Paris, je dirais, l'ouest de Paris et le 92. Pendant quelques mois, j'étais médecin-chef adjoint de la brigade, et je suis parti dans les hôpitaux militaires comme chef de service des urgences à Metz pendant 18 mois, et ensuite à l'hôpital Percy à Clamart pendant 3 ans. Et en 2004, je suis revenu comme médecin-chef des pompiers de Paris jusqu'en 2008. On va un peu parler justement des événements marquants que vous avez vécus en tant que médecin à ce moment-là. En 85-86, vague d'attentats. Oui, vague d'attentats des années 85-86, et que se termine par un attentat le plus important, c'est l'attentat de la rue de Rennes, avec de nombreux morts, de nombreux blessés graves. J'ai pratiquement participé à presque tous les attentats de cette période-là, des années 80. Parce que là, à ce moment-là, c'est le CSPPA, donc le comité de soutien des prisonniers politiques arabes, qui frappe par rapport à ce qui se passe, la guerre Iran-Irak, oui, le RODIF. En fait, voilà, pour être précis, mais tout ça se retrouve maintenant sur Internet. En fait, l'ennemi de la France à ce moment-là, c'était l'Iran, parce qu'il y avait un contentieux qu'on appelle le contentieux de RODIF. En fait, la France avait fourni une centrale nucléaire à l'Iran, lorsque l'Iran était dirigé par le Shah d'Iran. En 79, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, et donc la France arrête la construction de cette centrale. Alors les Iraniens veulent se faire rembourser, la France ne veut pas. Et bien, que fait un État lorsqu'il est en désaccord avec un autre? Il fait en sorte de faire des pressions dessus. Et ce qu'a fait l'Iran, elle a sous-traité du terrorisme avec un certain nombre de groupuscules terroristes pour faire des attentats.
moi que j'appelle des attentats titrés, un petit peu comme, si vous voulez, on fait de la morphine en cas de douleur. Ce qu'on appelle la titration en morphine en cas de douleur, c'est que on vous injecte milligramme par milligramme ou par 2 ou 3 milligrammes jusqu'au moment où vous avez plus mal. Vous voyez. Et ben, l'attentat titré, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on fait quelques attentats avec un mort, avec 2, 3 blessés. On en fait plusieurs, mais on en fait de plus en plus rapprochés. Et puis à la fin, on s'aperçoit que c'est pas suffisant pour faire plier la France, et puis on fait un plus gros attentat, c'est celui de la rue de Rennes. Et puis bizarrement, il n'y a plus d'attentats, la France change de politique, et donc l'Iran dit à ses sous-traitants, ça suffit, maintenant on se calme, la France a changé de politique. Bon, tout ceci est bien décrit par les gens qui ont écrit sur le... Moi, je suis pas un spécialiste en tant que tel du terrorisme, si vous voulez, mais ayant vécu, si vous voulez, les conséquences du terrorisme, je suis quand même intéressé un peu ce qu'il y avait en amont de ces morts et de ces blessés, quoi. Bien sûr. Et ce qui est intéressant déjà dans votre livre, que je montre ici d'ailleurs, voilà, De sang et d'or, quand l'urgence est une vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on traverse le temps et on se rend compte que vous avez vécu cette première vague d'attentats. 10 ans après, vous vivez la vague Des années de 95, voilà, l'attentat de Saint-Michel, Port-Royal, etc. Voilà. Et vous vivez aussi le 13 novembre 2015. Oui, alors le 13 novembre 2015, alors pour être précis d'ailleurs, avant le 13 novembre 2015, dans les années 2004-2008, je suis médecin-chef des pompiers de Paris, et à ce moment-là, il y a eu des attentats multisites. Auparavant, multisites, c'est-à-dire qu'il y a des attentats sur différentes zones. Alors d'abord, il y a eu le 11 septembre 2001, mais c'était aux États-Unis, si vous voulez. Ça n'a pas beaucoup impacté la France en tant que telle sur la réflexion de contre-mesures. En 2004, au mars 2004, il y a l'attentat de Madrid qui est extrêmement meurtrier, puisque lors de cet attentat, il y a 4 trains qui sont attaqués, 4 trains de banlieue, il y a 10 bombes qui sont mises dans différents wagons. C'est un attentat majeur. Il y a 200 morts, 200 blessés graves et 2000 blessés plus légers. Et là, en France, les structures de secours commencent un petit peu à réfléchir comment agir, mais il n'y a pas vraiment d'aboutissement pratique, en pratique. Moi, je prends le poste, donc j'arrive on revient chez les Sorbonne de Paris, l'attentat est en mars 2004, moi j'arrive au mois d'août, le 1er août de 2004, donc quelques mois après, et quelques mois après, début juillet 2005, attentat de Londres, dans le métro, dans un bus, un petit peu moins grave, je dirais, que celui de Londres, enfin, en termes de victimes, parce que c'est un attentat quand même extrêmement important, de mémoire de l'ordre d'idée d'une trentaine de blessés graves, ou voire une cinquantaine de décédés, et autant de blessés graves. Et là, clairement, le général Péricot, qui à l'époque commandait la brigade de Paris, réunit dans la matinée de l'attentat tous ses sous-chefs d'état-major, dont le médecin-chef que je suis, et on se dit, il n'y a pas de souci, le prochain c'est pour nous. Donc là, on est en 2005, et on réfléchit comment gérer un attentat sur plusieurs sites qui a, je dirais, une double gravité et complexité. C'est d'abord qu'il y a beaucoup de victimes, et en plus, c'est sur différents sites. Et on décide de se rendre en Israël, qui avait eu une expérience en termes d'attentats extrêmement important, et à Madrid, puisque Madrid était l'attentat le plus meurtrier entre Londres et Madrid. En plus, moi je suis catalan, donc pour moi même si je parle anglais, je suis beaucoup plus fluent en espagnol qu'en anglais, et en plus l'attentat était beaucoup plus important. Donc on va à Madrid, et là on analyse les difficultés qu'ils ont eues et comment nous, on pourrait réagir. Et à partir de là, on crée ce qu'on appelle le plan rouge alpha, qui est alpha voulant dire adapté à une situation de crise, un multi-attentat. Et c'est décrit un peu dans le livre. Et on fait ce qu'on appelle... Maintenant, même si le terme est ancien, mais a été plus vulgarisé, le damage control, c'est-à-dire le fait d'essayer d'envoyer le plus rapidement possible les blessés les plus graves vers ce qu'on appelle des trauma centers, et éclater les autres en étoile vers différents hôpitaux de plus en plus loin, pour en fait fractionner ce nombre de blessés important en des groupes qui sont beaucoup plus gérables. C'est ça un peu la philosophie du plan rouge alpha.
on s'est entraîné. Au départ, il y a essentiellement les pompiers de Paris qui s'entraînent seuls. Et moi, je quitte les sapeurs-pompiers de Paris en 2008 pour devenir le conseiller du directeur général de la sécurité civile. Là, je vais gérer un certain nombre de crises, la crise H1N1, la crise de Fukushima, et puis surtout le tremblement de terre à Haïti, où je vais sur place comme médecin-chef de la sécurité civile. Après, je pars en Afrique en 2013, pour monter un SMUR, et quand je reviens en 2015, je suis affecté au ministère de la Défense. Je suis le chargé de mission interministériel du directeur central. Et chaque fois que j'avais des postes, je dirais, administratifs, j'ai quand même gardé le contact avec la médecine parce que je prenais des gardes, je prenais 2 à 3 gardes par mois la nuit au SAMU de Paris en tant que médecin régulateur. Et il s'avère que j'étais de garde le vendredi 6 novembre, juste une semaine avant le 13 novembre. Et le 13, j'étais pas de garde, j'étais chez moi. Et quand j'apprends que l'attentat est majeur, je vais aider au SAMU de Paris. Et je vais aider en salle de crise. Et le plan que j'ai créé, moi, puisque la partie médicale du plan, il y a différentes facettes dans un plan, mais la partie médicale, c'est moi qui l'ai créé en 2005-2006, eh bien, elle est mise en œuvre quasiment 10 ans après, par mes successeurs, quoi. Voilà. C'est incroyable. Mais pour revenir, en 95, est-ce que vous avez commencé à réfléchir justement sur le plan? Parce qu'en 95, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez vécu ces attentats-là? Parce que là, vous avez expliqué en 86, et en 95, comment vous vivez les... Alors, en 95, si vous voulez, dans les attentats des années 80, 90, ces attentats sont pas majeurs, si vous voulez, par rapport aux moyens. Il faut comprendre que quand on gère un événement, une catastrophe, ce qui est important, il y a 2 choses. Il y a l'adaptation des besoins et des moyens, et ensuite la coordination parce que quand on met beaucoup de moyens, ce qui est important, c'est la coordination des moyens. En termes de victimes, les attentats des années 80-81, il n'y a pas d'inadaptation en région parisienne de besoins sanitaires et de moyens, parce qu'il y a beaucoup de moyens sur une zone qui est relativement réduite. Pour vous donner un ordre d'exemple, l'attentat de la rue de Rennes, de mémoire, mais c'est écrit dans le livre, on a une vingtaine de blessés graves, mais il faut savoir que sur Paris et la Petite Couronne, qui est quand même une superficie relativement réduite, vous avez le SAMU de Paris qui a tous les jours 6 ou 7 équipes de réanimation, les pompiers de Paris qui ont 6 ou 7 équipes de réanimation, le SAMU 92, 93 et 94 à peu près équivalent. Donc vous voyez, vous avez 5 services qui ont 2 gardes, 7 équipes, vous avez 35 équipes de réanimation de garde, avec bien sûr qui peut monter en puissance en demandant des renforts des gens qui ne sont pas de garde. Donc vous voyez, vous avez plus d'équipes de garde que de blessés graves. Donc il n'y a pas d'inadaptation de moyens, en région parisienne. Ce ne serait pas le cas, si vous voulez, dans un petit département sur lequel... Et en plus, non seulement ça, mais sur cette même zone, vous avez 7 trauma centers, c'est-à-dire des hôpitaux qui sont spécialisés dans les blessures les plus graves. Hein. Si je prends le cas du département où je travaille actuellement, qui est le Lot-et-Garonne, vous avez en tous, pour tout le département, 4 équipes de réanimation. Et les 2 trauma centers sont à plus de 100 km chacun par rapport à Agen. Et quand je dis qu'il y a 4 équipes de réanimation, vous en avez une à Villeneuve-sur-Lot, une à Marmande, une à Nérac et une à Agen. Enfin, il y en a 2 parce qu'il y a une secondaire, mettons 2, vous avez 5 équipes, mais à des kilomètres, et avec 40 minutes de route pour chacun. Et si je prends un exemple pour vous montrer que Paris, il y a des moyens importants, qui est expliqué dans le livre, lors du feu de la rue de Provence, hein, c'est l'incendie qui a généré le plus de morts depuis la Libération, puisqu'il y a eu 25 morts. 40 minutes après le premier appel sur le 18, c'est pas 40 minutes après l'arrivée 40 minutes après le tout premier appel
sur 18, il y avait sur place 17 équipes de réanimation. Vous voyez, donc c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas de moyens. Donc, dans les années 80-90, il y avait les moyens sur place. Après, quand vous avez des moyens, c'est un autre problème, que vous savez que plus vous avez de moyens, plus il faut les coordonner. Ça, c'est une autre problématique. Mais il n'y a pas un problème de moyens. Dans les attentats majeurs, comme celui de Madrid, puisque Madrid a à peu près les mêmes moyens en termes de qualité et de quantité que la région parisienne, là, vous avez un double problème. Vous avez un problème de moyens et vous avez un problème de coordination. Voilà. Donc, et c'est pour cela que la réflexion du plan rouge alpha, c'était essayer d'adapter nos moyens en considérant qu'on n'aura pas les moyens idéaux pour faire face à cet événement en prenant comme principe ce qu'on faisait maintenant, puisque les blessés, classiquement, on les divisait en deux, les urgences absolues et les urgences relatives. Mais quand vous avez 200 urgences absolues comme à Madrid, vous n'avez pas 200 équipes de réanimation à mettre en face. Hein, vous avez peut-être une cinquantaine, mais vous voyez que cinquantaine, c'est pas 200. Donc à ce moment-là, il faut raisonner en disant, bon, certes, on n'a que 50 équipes de réanimation, mais on a 200 sur urgence absolue. Mais sur ces 200 sur urgence absolue, il y en a qui sont plus graves que d'autres. Et donc faire ce qu'on appelle un triage beaucoup plus discriminant et affecter les équipes médicales aux plus graves et les autres, eh bien, soit les paramédicaliser avec un infirmier, soit les transporter rapidement sur une structure qui va les prendre en charge. Bon, tout ça, c'est de la technique, on ne va pas rentrer dedans, mais pour vous expliquer un peu le cheminement intellectuel qui fait créer un nouveau plan face à une nouvelle menace. Non, c'est bien parce que voilà, vous avez traversé ces époques-là, vous avez vu la bascule finalement. C'est ce qui est intéressant. Et là, pour élargir la chose, c'est pas forcément un attentat, mais la personne était considérée comme étant entre guillemets un terroriste. Et Human Bomb, vous étiez là aussi. Oui, pour Human Bomb. Alors l'histoire de Human Bomb, c'est en mai 1993. Un malade mental, hein, clairement, qui est dans une période de grande détresse, va prendre en otage une classe de maternelle, de petite section de maternelle à Neuilly, pendant quasiment 48 heures. Voilà, et là, sur place, je suis de garde comme directeur des secours médicaux. Et je sais que dans le livre, vous dites, à un moment donné, vous étiez... physiquement, c'était compliqué ce moment-là de prise d'otage, parce que on ne voyait pas le dénouement arriver, puis il y avait beaucoup de gens, plus la pression, qu'elle soit médiatique, la pression des familles, etc. Comment vous l'avez vécu ? Alors, moi, d'abord, si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est une crise acinétique un peu lente, hein, parce que ça dure 48 heures, contrairement à un feu avec des gens qui se jettent par les fenêtres, vous avez une cinétique plus rapide. Donc là, on a le temps de réfléchir, on a le temps de mettre en place un raisonnement, etc. Donc ce n'est pas le vrai problème. Hein. Le vrai problème, c'est que pour moi, hein, psychologiquement, je vais dire, le vrai problème, c'est que le preneur d'otage voulait une femme pédiatre pour s'occuper des enfants. Donc, on me demande une femme pédiatre. À l'époque, on n'a qu'une seule femme chez les sapeurs-pompiers de Paris. C'est une jeune médecin qui vient d'arriver, qui est sortie de l'école quelques mois auparavant. Elle s'appelle Evelyne Lambert. Elle est sortie de l'école d'application du Val-de-Grâce en décembre 92. Et l'affaire donc en mai 93, vous voyez, donc ça fait à peine 6 mois qu'elle vient d'arriver à la brigade. Moi, je suis un ancien relativement, ça fait presque 10 ans que je suis chez les pompiers de Paris, hein, ça fait 9 ans exactement. Et je la désigne pour y aller, hein, puisque il voulait une femme, c'est la seule femme, donc il n'y a pas de choix. J'ai pas le choix, même bon, si elle n'est pas pédiatre, elle n'est que urgentiste, mais bon, il va pas lui demander son diplôme. Et là, pendant un jour et demi, ça dure, puisqu'elle arrive vers midi, le dénouement, ça demande 7 heures, et ben, je suis très angoissé, parce que lui, il est malade, il peut tout faire péter, et donc tuer
tuer les 6 enfants et puis tuer Evelyne Lambert qui est dans la salle. Et je suis inquiet, non pas parce que c'est une femme, hein, je suis inquiet parce que c'est une jeune collègue, surtout, elle vient de sortir de l'école. Je dis, c'est pas, ça aurait été un jeune médecin, si vous voulez, j'aurais eu ces mêmes angoisses, hein. Et lorsque l'affaire s'est terminée, ben, j'étais particulièrement heureux que tout se termine bien, même si elle se termine par la mort de Human Bomb. Mais voilà, bon, moi j'ai l'habitude de dire que la mort de Human Bomb, c'est un peu comme un membre qu'on ampute à la suite d'une gangrène, hein. Il est mort, on ne peut pas s'en glorifier parce que ce preneur d'otage était un malade mental, en grande détresse, mais qui était extrêmement dangereux dans son délire, et il aurait pu très bien faire exploser sa ceinture d'explosifs et tuer les six petites filles qui étaient avec lui et Evelyne Lambert, voire au-delà. Donc on ne peut pas se glorifier de sa mort, mais bon, son délire était souvent interprété comme ce qu'on appelle suicide by cop, hein, c'est-à-dire c'est les gens qui se font suicider par la police. Voilà, donc c'est une affaire triste qui se termine relativement bien parce que les otages sont libérés, mais ça laisse toujours un goût amer en tant que médecin parce que il y a quand même la mort du preneur d'otages. Voilà. Dans votre parcours aussi, vous avez vécu des catastrophes ferroviaires graves. Je pense à Gare de Lyon, je pense aussi à Issy-les-Moulineaux. Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, alors, bon, c'est le hasard qui fait les choses. Je suis le seul, effectivement, sur presque en moins d'une année, puisqu'entre le 24 décembre 1987 et le 6 août 1988, les pompiers de Paris ont eu à traiter 3 accidents ferroviaires. Le premier, le matin du 24 décembre 87, à Issy-les-Moulineaux, juste en limite de Paris. Le deuxième, le plus grave, qui va entraîner 55 morts, à Gare de Lyon, le lundi 27 juin 88. Et puis le dernier, Gare de l'Est, le samedi 6 août de mémoire 1988. Donc en peu de temps, 3 accidents ferroviaires, et moi j'ai participé aux 3. A priori, je suis le seul de la brigade à avoir participé aux 3, donc je suis le seul en France, je pense, à avoir participé, vu la rareté quand même des accidents ferroviaires, à ces 3 accidents ferroviaires. Deux m'ont particulièrement marqué pour des raisons différentes. Celui de la gare de Lyon, qui était un attentat majeur, avec non seulement 55 morts, mais beaucoup de gens coincés, vivants encore, qu'il faut qu'on met des heures à dégager, avec une vision d'horreur, quoi, clairement. Et puis l'autre qui est certes beaucoup moins grave puisqu'il va entraîner un mort et une petite dizaine de blessés graves. Là, c'est plus un souvenir physique puisque j'ai participé à l'extraction de la dernière victime. Je suis plusieurs heures sous la verrière en plein mois d'août, en grande chaleur. Et puis à l'époque, on avait des vestes de cuir. Donc j'ai dû perdre 4 ou 5 litres d'eau en 4 heures. Donc je me souviens physiquement de cette intervention j'ai donné beaucoup de fatigue. Bon, mais avec le sentiment de fierté d'avoir pu dégager vivant la dernière victime. Ouais. Et au-delà des catastrophes qui ont été quand même médiatisées, dans votre livre, vous parlez aussi de 2 événements marquants, moi, que j'ai trouvé émouvant. C'est que vous parlez à un moment donné d'une intervention que vous faites à Courbevoie chez une dame qui décède. Et c'est quelque chose qui vous a marqué. Alors, c'est pas une dame, c'est un monsieur exactement qui décède. C'est un monsieur, voilà. pardon. C'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur qui décède. Alors, je raconte parce que ça explique un peu qu'on peut être touché. Alors, il est évident que les interventions sont marquantes parce qu'elles vont avoir un impact très particulier. Enfin, elles sont, par définition, je dirais. C'est sûr que la mort d'un enfant, ça va vous toucher particulièrement. Et puis, il y a des interventions, je dirais, plus anodine, entre guillemets, enfin, il n'y a aucune intervention anodine, mais anodine dans notre travail quotidien. C'est un monsieur qui devait avoir
65, 70 ans, et puis qui fait un arrêt cardiaque et qui meurt chez lui. Et d'habitude, dans ce type d'intervention, on essaie de faire de la réanimation, le patient meurt, je passe du temps avec le conjoint, pour lui annoncer d'abord le décès, de rester un peu avec lui, parce que d'un seul coup, la vie s'écroule de cette dame. Son mari, qui était encore vivant quelques minutes auparavant, n'existe plus. Et c'est notre devoir de... Alors bien sûr, on ne peut pas rester la matinée ou la soirée entière, mais de ne pas compter son temps pour apporter un peu de réconfort et les aider, ne serait-ce que par exemple à téléphoner parce qu'ils ont perdu le téléphone de leurs enfants, etc. Et ce jour-là, si vous voulez, on fait de la réanimation, le patient meurt, et au moment où je termine l'intervention d'un point de vue purement technique, l'état-major des pompiers m'appelle et me demande si je suis disponible, parce qu'il y a une fusillade dans Paris et il n'y a plus aucune équipe de réanimation, à la fois des pompiers et du SAMU, qui est disponible. Là, bien sûr, le patient est décédé. Oui, je lui dis, je vais être rapidement disponible. Et je confie au jeune sergent des pompiers qui était avec moi, avec le VSAV des pompiers, alors bien sûr, j'annonce le décès à la dame, mais je reste pas longtemps, je m'en vais rapidement et je confie cette dame au jeune sergent. Et puis, je roule dans Paris vers cette fusillade. Et là, ça me perturbe énormément. Parce que j'ai une identification avec mes parents et je me sens un petit peu fautif, hein. Alors certes, je suis pas parti pour aller me promener, hein, je suis parti pour des bonnes raisons opérationnelles, mais ce monsieur, cette dame, ressemblait à mes parents, c'était le même milieu, en gros le même âge, le même milieu socio-économique, et pour cette dame, c'était un moment extrêmement important de sa vie. C'est sa vie qui s'écroulait. Récemment, c'était son conjoint depuis une quarantaine d'années. Et j'ai pas pu lui donner un petit peu l'amour et l'empathie que j'essaie de donner dans ces circonstances-là. Je l'ai confié, de transmettre cette empathie aux jeunes sous-officiers. Et je me suis senti un peu coupable, et je m'en rappelle encore de cette affaire. Vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent paraître anodines dans notre métier, hein, parce que c'est des interventions assez classiques, mais qui peuvent, parce que vous avez un transfert par rapport à votre propre vie, qui peuvent vous secouer, quoi. J'ai trouvé ça touchant comme témoignage. Et même lorsque vous parlez de la mort d'un enfant, le fait vous déjà, vous êtes papa, vous dire que en fait, vous faites une analogie, vous dites, lorsqu'on perd un conjoint, on est veuf ou veuve. Lorsqu'on perd, un enfant, on perd un parent, il est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de terme. Il n'y a pas de mots. Exactement. Il n'y a pas de mots. C'est ça, vous revenez par rapport au fait d'avoir essayé de sauver un enfant, mais vous n'avez pas pu, et les parents étaient là, vous avez du mal, en fait, à leur annoncer, parce qu'ils s'attendaient à ce que l'enfant survive, mais finalement... Et c'est vrai que ça a une réflexion, je trouvais ça intéressant. Et pour prolonger, vous avez vécu aussi des accidents graves. Je pense à ce qui s'est passé après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, en 12 juillet 98, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut y revenir ? 13 juillet. Oui, alors c'est à la fois c'est un événement qui est intéressant, je dirais, d'un point de vue sociologique, qui est dramatique, puisqu'il a quand même entraîné la mort d'une personne. C'était la fête sur les Champs-Élysées, très festif, très alcoolisé, vous vous doutez bien. Et puis, il y a une voiture qui rentre dans le dispositif. De mémoire, c'est quelqu'un qui s'affole, etc., qui accélère, qui renverse plusieurs piétons, qui vont tuer une personne, d'ailleurs. Enfin, une personne qui va, pour être plus précise, qui va mourir à l'hôpital, et puis quelques blessés graves, etc. Donc, j'interviens aussi comme directeur des secours médicaux.
Il y a une demande de déclenchement du plan rouge, qui est le plan spécifique de prise en charge de nombreuses victimes. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que tous les moyens du plan rouge ont bien été envoyés, à la fois les moyens de commandement, les moyens médicaux, les moyens secouristes. Mais pour que le plan rouge soit déclenché, il faut que le préfet de police déclenche officiellement le plan, même si, d'un point de vue opérationnel, tout est fait par les pompiers de Paris. Et j'apprends que le préfet ne déclenche pas le plan rouge. Alors je suis un peu surpris, puisque tous les moyens sont là, etc. Donc ça ne change rien sur l'organisation des secours. Et j'apprends que ça se fait pas, parce que comme c'est la fête, il faut pas ternir la fête en disant que on a déclenché un plan rouge. Voilà. Donc c'est assez marrant, parce que dans cette affaire, ça n'a rien changé sur la qualité opérationnelle de l'intervention. Mais si vous imaginez, dans d'autres circonstances, le préfet de police qui refuse de déclencher le plan rouge que demandent les pompiers, les journalistes, on aurait fait des choux gras, même si ça n'a rien changé sur la qualité opérationnelle. Mais là, il y a eu une espèce de consensus. C'est la fête, donc voilà, on parle pas de choses qui fâchent, et qui risquent du fâche, ou du moins qui ternissent un peu la fête. Voilà, c'était une petite réflexion sociologique. Voilà. Mais c'était intéressant. Après, vous avez aussi vécu cet accident célèbre que tout le monde connaît, 31 août 1987, Lady Di, parce qu'on se remet dans le contexte. On vous appelle, on dit qu'il y a un accident pont de l'Alma, un VIP, mais vous ne savez pas qui c'est. Non, effectivement, on m'appelle, c'est minuit et demi, on m'appelle, je suis une garde comme directeur des secours médicaux, on me dit il y a un accident grave, pont d'Alma, il y aurait un VIP. Alors je pars tout de suite, non pas parce qu'il y a un VIP, mais parce que l'endroit est accidentogène, et ont été déclenchés d'ailleurs très rapidement, parce que les secours ont été très bien engagés d'emblée. Partent deux équipes de sapeurs-pompiers secouristes, pour être précis, une équipe de désincarcération des pompiers de Paris, et 3 équipes médicales, 2 du SAMU de Paris et une des pompiers de Paris. Et donc, moi qui suis directeur des secours médicaux de Paris. Lorsque j'arrive sur le pont de l'Alma, il y a la première équipe de réanimation, celle du SAMU de Paris, qui vient juste d'arriver, qui est en train de sortir le matériel. Moi, j'ai doublé avec mon véhicule léger, puisque j'ai un chauffeur extrêmement expérimenté, l'ambulance de réanimation qui arrive de la porte de Champéret, juste au moment où j'arrive au bas de l'avenue Marceau. Donc quand j'arrive, je vois une voiture qui est extrêmement abîmée, avec le conducteur qui est à l'arrêt cardiaque, et est impossible de réanimer parce qu'il est tellement coincé qu'on va mettre plusieurs dizaines de minutes pour le sortir. À côté de lui, il y a celui qui s'avérera le garde du corps, qui a le visage extrêmement abîmé, le moteur sur les genoux, il est à la place du mort, il est complètement incarcéré. Donc je le confie à l'équipe médicale des pompiers de Paris. Derrière, à l'arrière de la voiture, une jeune femme blonde aux cheveux courts, qui est très peu blessée extérieurement, qui est consciente, un peu confuse. Je la confie au médecin réanimateur des pompiers de Paris, du SAMU de Paris. Et puis, je sais qu'une 3e équipe va arriver. Donc, il y a une 4e victime qui est par terre, un arrêt cardiaque, que les pompiers sont en train de faire un massage cardiaque. Donc, le temps qu'arrive la 3e équipe, je vais commencer la réanimation médicalisée, c'est-à-dire mettre un tuyau dans la trachée, ce qu'on appelle une intubation trachéale. Et à peine ai-je terminé ce geste que la 3e équipe arrive. Donc, maintenant, les 3 blessés graves ont chacun une équipe médicale pour s'en occuper. Et je fais l'enquête pour savoir qui est le VIP. Alors je demande au premier chef de garde des pompiers qui était là, il ne sait pas. Je demande au médecin du SAMU qui était là, il ne sait pas. Et puis la police arrive en nombre, et je m'adresse à un commissaire qui arrive, et je lui demande, je lui dis, l'état-major m'a dit qu'il y avait un VIP potentiel, qui est ce VIP? Alors là, ils me répondent, mais avec une phrase extrêmement rapide, c'est Lady Di. Et je comprends pas, parce que Lady Di, comme ça, je le fais répéter. Et là, il comprend que j'ai pas compris. Et il change sa phrase et il me dit, c'est la princesse de Galles.
Alors là, je comprends, je vais la voir et effectivement, je la regarde. Elle avait d'ailleurs un masque d'oxygène devant la figure, comme pompier tenait. Alors je pousse le masque une seconde, je la regarde, je la reconnais. Je dis, mais effectivement, c'est la princesse de Galles. Donc tout de suite, je téléphone à l'état-major des pompiers de Paris pour leur dire, faire un point de situation, leur dire donc tout est stabilisé pour nous dans le sens où on a 3 blessés graves, 3 équipes médicales. Et je lui dis, la VIP, c'est la princesse de Galles. Et pendant que je suis en train de dire ça, le préfet de police, M. Massoni, arrive et tout s'enclenche. La République, toute la République est à notre écoute, quoi, voilà. Et le monde entier. Ah bah oui, parce que c'était un événement effectivement planétaire. Et il y a aussi dans votre parcours, là on a fait les accidents, il y a aussi les incendies. Vous avez parlé tout à l'heure de l'incendie de Provence, rue de Provence, pardon, en 2005. Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, alors l'incendie de la Provence, c'est au mois d'avril de 2005. C'est un incendie qui va concerner un hôtel dans le 9e arrondissement, qui est derrière les Galeries Lafayette, hôtel qui hébergeait beaucoup de personnes en situation précaire. Donc beaucoup de gens vont se défenestrer, beaucoup vont mourir intoxiqués par les fumées d'incendie, malgré un déploiement massif des pompiers d'emblée, puisque les premiers pompiers arrivent de mémoire, les premiers 3 engins, ce qu'on appelle un départ normal, c'est-à-dire les 2 engins d'incendie et une échelle, arrivent 4 minutes après le premier appel. Le renfort habitation, c'est-à-dire on demandait beaucoup plus de moyens à la fois d'incendie, d'échelle, etc. Il demandait 1 minute après, et le plan rouge 1 minute après. Donc en moins de 10 minutes, si vous voulez, tout un nombre impressionnant de moyens sont demandés par les pompiers sur place. Il faut savoir que Paris, les moyens sont extrêmement importants et bien organisés. Et ceci grâce à Napoléon. C'est important de savoir parce que les pompiers de Paris sont militaires depuis Napoléon. Depuis quelle histoire? Parce que lorsque Napoléon s'est remarié avec Marie-Louise d'Autriche, il y a eu un bal à l'ambassade d'Autriche et il y a eu un feu et qui a entraîné de nombreux morts, dont la sœur de la future impératrice. Et Napoléon, du coup, devant l'incurie des gardes-pompes municipaux, a militarisé le corps des pompiers. Alors, par un décret impérial du 18 septembre 1811, et non seulement il a militarisé le corps, mais il a donné des instructions qu'on pourrait appeler maintenant d'objectifs de performance, je dirais. Et cet objectif de performance, c'était d'arriver au plus tard dans les 10 minutes à cheval, puisque à l'époque, les engins d'incendie étaient tractés par des chevaux. Donc ce contrat opérationnel, par Napoléon, a fait que pour réaliser ceci, il faut beaucoup de casernes, des petites casernes, mais beaucoup. Contrairement aux pompiers civils, où pendant très longtemps, dans une ville, vous avez une grosse caserne avec beaucoup de camions rouges devant, les pompiers de Paris, leur principe, c'était d'avoir plusieurs petites casernes avec certes peu d'engins, mais qui soient répartis et bien maillés le territoire. Et pour vous donner un exemple pratique, Paris a 20 arrondissements. Sur ces 20 arrondissements, il y a 24 casernes. Donc ce qui veut dire que tout point de Paris est rapidement proche d'un camion d'incendie. Et donc, ce qui a permis à la rue de Provence, lors du feu de la Provence, d'avoir beaucoup d'engins d'incendie, en particulier, et d'échelles, arriver rapidement sur l'incendie. Mais malgré ce déploiement massif de pompiers, à la fois en termes de lutte contre l'incendie, d'échelles pour faire des sauvetages et de moyens de secouristes et médicaux pour prendre en charge les victimes, on va malheureusement avoir 25 morts, quoi. Dont de nombreux enfants. Ah oui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la pire des choses, voir la mort d'enfants. Effectivement. Il y a aussi, vous avez été confronté aussi à des séismes. Le premier d'entre eux, c'était en 88. Oui, en Arménie. En Arménie, c'est ça. Est-ce qu'on peut y revenir, s'il vous plaît? L'Arménie, en décembre 88, il y a un séisme dévastateur
qui est à la tête de l'Union soviétique, c'est Gorbatchev. Et Gorbatchev commence son essai de normalisation. Et c'est la première fois que les soviétiques demandent l'aide internationale, en particulier occidentale, pour les aider à gérer cette catastrophe. Donc on est envoyé en Arménie. Alors là, on sauve relativement peu de personnes parce qu'on arrive assez tard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens sur place, etc. Mais il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué en Arménie, c'est de voir la détresse de ce peuple arménien, sur lequel on sentait un peu, non seulement le drame qui s'était passé, mais aussi tous les drames passés, d'Arméniens. Et moi, j'ai un souvenir émouvant que je raconte dans le livre. Au moment où on part, on est dans l'aérogare d'Erevan, la capitale, et on attend pour notre avion, on attend presque 24 heures d'ailleurs. On est avec des sacs de couchage allongés par terre dans l'aérogare. Et le soir, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et je vais me promener dans l'aérogare. Et puis, il y a un petit groupe, il y a un monsieur qui joue une musique arménienne. Et à côté, il y a une vieille dame. Et puis, j'y vais. Je vais les voir. Je suis un peu surpris, agréablement surpris de cette musique, etc. Et puis cette vieille dame comprend que je suis français, puisqu'elle voit mon drapeau bleu-blanc-rouge sur l'épaule. Elle me le montre, et puis elle sort dans son sac une pomme, et elle me l'offre. Alors moi, je connaissais le peuple arménien qui était complètement démuni, et moi, je n'avais pas besoin de cette pomme, on avait nos rations, etc. Donc je lui refuse cette pomme, j'essaie de faire comprendre qu'elle la garde, et là, elle insiste énormément. Et en fait, elle était heureuse de me donner peut-être le seul bien qu'elle avait, cette pomme. Et ça m'a énormément touché. Et dans ce moment-là, vous êtes fier de porter un drapeau français sur l'épaule. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter. La ville, elle a été détruite à 80% dans la région de Spitak. Et il y a eu 25 à 30 000 morts et 80 survivants. Voilà le bilan. Et là, on va parler justement du séisme à Haïti. Vous avez été amené à intervenir là-bas. Est-ce qu'on peut revenir Alors oui, Haïti. Déjà, vous intervenez en tant que... Parce que vous n'êtes plus à la... Non, je suis plus en de Paris. À cette époque-là, je suis le conseiller médical du directeur général de la sécurité civile. Et le séisme d'Haïti est dévastateur. Haïti a quand même gardé des liens avec la France extrêmement importants. En plus, c'est un pays qui est complètement désorganisé, qui est sous tutelle de l'ONU, donc avec très peu de moyens, dont la France envoie d'emblée énormément de moyens de sécurité civile. Et comme la France envoie beaucoup de moyens de sécurité civile, le préfet directeur de la sécurité civile de l'époque m'envoie sur place. Alors je pars pas seul, on part sur un trinôme de commandement. Le colonel des sapeurs-pompiers Sadak, qui était à l'époque chef d'état-major de la zone de Lyon, comme chef du dispositif de la sécurité civile, moi comme le médecin-chef de la sécurité civile, et puis le lieutenant-colonel Renou, qui était le chef de corps de l'unité numéro 1 de la sécurité civile, comme adjoint du chef de détachement. On part tous les trois. Et quand on arrive, on met en place un certain nombre de dispositifs, à la fois de sauvetage d'ébléments, à la fois on fait installer l'hôpital de la sécurité civile sous tente, et puis comme on a beaucoup de médecins, de secouristes et d'infirmiers, on va aider les hôpitaux haïtiens à fonctionner. Et au cours de notre séjour donc le tremblement de terre, c'est le 10 janvier, le 25 janvier, donc 15 jours après le tremblement de terre. Donc le trinôme de commandement, le colonel Sadak, le lieutenant-colonel Renou et moi-même, on est à l'ambassade, qui est notre PC, et on est en train de préparer ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin quotidien de renseignement, qu'on fait au ministère de l'Intérieur tous les jours. Et là, il y a un homme haïtien qui rentre dans l'ambassade, qui crie, qui dit « il faut envoyer absolument, on a trouvé une fille vivante », etc. Bon, depuis plusieurs jours, on nous disait qu'il y avait des gens vivants, mais on envoyait des équipes et tout le monde était mort. Bon, on envoie quand même une équipe
de sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile de nos gens la retrouve sur place. Et cet Haïtien, il est très énervé, il a l'impression qu'on ne l'écoute pas, même si on a envoyé quand même une équipe. Et alors, je ne sais pas trop pourquoi on le suit, parce que nous sommes le grand état-major, en fait. Hein. Enfin, il y a 3 raisons, je pense. D'abord, premièrement, il était convaincant. Deuxièmement, c'était juste à côté, pas très loin de l'ambassade. Et puis, bon, nous, on était des opérationnels. Bon, c'est bien de préparer les bulletins de renseignement pour le ministère de l'Intérieur, mais c'est bien aussi d'aller sur le terrain. Donc, on le suit. Et lorsqu'on arrive, le premier détachement de la sécurité civile est là. Et malheureusement, il s'était détaché en 2 parties. C'est pour traverser Haïti, enfin Port-au-Prince, c'est vraiment que des embouteillages, c'est très compliqué. Et la deuxième partie du détachement n'est pas encore arrivée. Et malheureusement, le médecin du détachement est dans la deuxième partie. Donc, quand j'arrive, je suis le premier médecin sur place. Alors, j'ai pas de moyens parce que moi, j'étais là pour commander. J'ai pas d'infirmier à moi. Et le capitaine qui est là me dit vite, docteur, allez-y, allez dessous. Donc, je rampe, c'est pas très loin, c'est quelques mètres de la surface. Et là, le sapeur-sauveteur qui est à côté de moi me dit, docteur, c'est là. Et puis il me montre un amas de gravier. Et à l'intérieur, il y a des cheveux noirs crépus qui bougent pas. Alors, je suis très dubitatif qu'elle soit vivante. Et je pose cette question, ça va? Et là, il y a une voix d'outre-tombe qui me répond, ça va. Donc, effectivement, ça fait exactement 15 jours et 1 heure que Mantranterre a eu lieu. Et elle est vivante. Donc, je dégage un peu la tête, etc. Je regarde là où elle est. En fait, elle est dans un trou. Elle n'est pas du tout comprimée, ses membres, mais elle est dans une bulle de survie, on va dire. Elle est complètement recroquevillée en position assise, recroquevillée. Et là, je décide comment on va la sortir. Et on la sort. Entre-temps, l'équipe médicale arrive. On lui met une perfusion, on la réhydrate, on l'amène sur l'hôpital de la sécurité civile. Et ensuite, secondairement, tous les journalistes du monde entier veulent la voir. Donc, pour la protéger, on l'a fait partir en hélicoptère sur le bateau français qui a une équipe médico-chirurgicale du service santé des armées et dont le chef de l'antenne est la même Evelyne Lambert qui était sur la présentation de Neuilly, mais entre-temps, de jeune médecin capitaine, elle est passée médecin colonel et c'est elle qui dirige cette antenne chirurgicale. Voilà. Donc c'est la jeune Darlène justement. C'est la jeune Darlène qui est restée 15 jours et 1 heure sous terre. Là. Incroyable. Et qui est vivante. Elle était cadavérique et effectivement elle est vivante et c'est très bien. Donc comme quoi vous avez bien fait de suivre ce monsieur convaincant. Ouais. Et parce que dans votre carrière, parce que vous avez une carrière de 42 ans je crois. Oui. Et vous avez plusieurs vies dans une vie, parce que là, c'est vrai qu'on a brossé beaucoup d'interventions que vous avez eues dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais vous avez été dans plusieurs pays, parce que ça a permis aussi de voyager. Vous avez fait Kaboul, j'ai fait donc les opérations extérieures de la sécurité civile. J'ai fait donc l'Arménie, j'avais fait aussi le Mexique, et puis surtout donc Haïti. Je suis parti, mais là en tant que militaire, comme médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN à Kaboul, entre le 26 septembre 2011 et le 26 janvier 2012. Et ensuite, je suis parti, alors là, en famille, 2 ans. Enfin, ma famille est partie 3 ans parce que mon épouse était aussi médecin militaire, elle est restée 1 an de plus. Je suis parti 2 ans à Libreville, où j'étais conseiller du directeur général du service santé militaire. Ce médecin était aussi également le médecin personnel du président Ali Bongo, et ils avaient un projet qui était un projet présidentiel, c'est de créer un SMUR militaire à la disposition de la population civile. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, j'ai mis en place ce service en faisant un peu tout, hein, un peu comme quand on arrive comme ça en coopération, on fait, c'est amusant puisque on écrit non seulement le décret présidentiel de création du service et on va le défendre au Conseil d'État, et puis en même temps, on fait faire les tenues par un maître tailleur guinéen qui a une petite échoppe. Voilà, donc on fait tout.
Mm, 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 mm. Et vous avez voyagé parce qu'il y a aussi des anecdotes qui sont assez drôles. Vous avez, au courant de votre carrière, rencontré des personnalités quand même qui ont marqué l'histoire, on va le dire. Vous avez voyagé, il me semble, avec François Mitterrand. Oui, on a escorté le président de la République. C'est une démission des pompiers de Paris lorsqu'il se déplace à Paris sur les déplacements officiels. Ouais. Et après, il y avait Nelson Mandela aussi. Et les chefs d'État étrangers, Nelson Mandela, oui. Ça vous a, parce que dans le livre, vous dites, ça vous a marqué le fait en plus, c'était au moment où il n'était pas encore président, qu'il venait de sortir de prison, il me semble. Oui, il venait d'être président, il venait juste d'être président, Okay. Et il venait en visite en France. Oui, c'est toujours émouvant de suivre ce personnage qui était extraordinaire. Parce que Nelson Mandela, pour moi, c'est un personnage extraordinaire. Non pas parce qu'il a été prisonnier pendant 30 ans, si je ne me trompe pas. 27. Ou 35 ans, mais surtout parce qu'il a eu la hauteur de vue, lorsqu'il a été président, d'entamer une réconciliation nationale au lieu d'entraîner. Et c'est en cela que, à mon sens, Nelson Mandela a eu cette grandeur d'âme de penser que il faut dépasser les clivages pour l'intérêt de l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud, tout n'est pas réglé actuellement, mais c'est sa grandeur d'âme, hein, c'est-à-dire malgré son incarcération 35 ans, si ce n'est de pardonner, du moins de passer à autre chose, quoi. Après, il y a aussi une rencontre qui m'a fait sourire, c'est celle avec le général Giap du Vietnam lorsque vous. Ah ouais, oui, c'est assez une histoire assez marrante. Je raconte parce que le livre n'est pas que Jean de mort aussi, heureusement. Mais donc, je suis au Vietnam pour faire des cours de médecine d'urgence, et puis je suis avec un ami qui s'appelle Jean-Claude Deslandes. Et un jour, il me dit écoute, Claude, tu vas me servir parce que comme tu es militaire, j'aurais besoin de ta qualité. Donc, je ne comprends pas trop. Et il me dit je dois remettre une lettre au général Giap. Alors, il s'avère que Jean-Claude Deslandes était un ami de Lucien Aubrac, le mari de Lucie Aubrac. Raymond Aubrac était un compagnon de route du Parti communiste et connaissait bien le général Giap. Et moi, j'étais persuadé que Jean-Claude Deslandes avait pris tous les éléments pour voir le général Giap, mais pas du tout. Pas du tout. Il avait une lettre et voilà, c'est tout. Donc on va voir, on prend un pouce-pouce, il s'arrête voir le premier policier au carrefour, il lui dit voilà, j'ai une lettre pour Giap. Bien sûr, il est complètement surpris, il nous envoie au commissariat, là on nous envoie sur un autre commissariat plus grand, là on nous envoie au ministère de la Défense, on passe de bureau en bureau. Alors moi je trouvais ça surréaliste. C'est en 94, il me semble, là, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne flanche pas. Moi j'avais l'impression que on aurait, de manière inverse, j'imaginais deux Vietnamiens arriver gare de Lyon et aller voir le premier policier venu, dire voilà, on a une lettre pour François Mitterrand. C'était un peu pareil. Et à la fin de la journée, on voit le général Giap. Alors on le voit pas très longtemps, hein, de près une quinzaine de minutes. C'est surtout Jean-Claude Deslandes qui lui remet. Moi, je suis un peu en recul. Et puis j'ai quand même. C'est assez troublant parce que le général Giap, d'abord là, c'est un vieux monsieur tout courbé, etc. Et on a en face de soi quelqu'un qui est à la fois un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, mais en même temps quelqu'un qui est à l'origine quand même de milliers de morts français, et milliers de morts de manière pas très sympathique, et en fait, pas tant sur la bataille de Dien Bien Phu en tant que telle, qui était la bataille, mais ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que il a transféré sur une marche de 7000 km des prisonniers qui marchaient pieds nus, donc la moitié ou une grosse partie sont morts, dans des conditions concentrationnaires. Donc à la fois, on a quelqu'un qui est un vieux monsieur, très vieux monsieur, mais ce monsieur, c'est un génie. Et puis à la fois, c'est un bourreau. Oui, un bourreau aussi. Voilà, donc c'est un peu particulier, quoi. Et dans tout ça, vous avez quand même reçu la Légion d'honneur, il faut le dire.
Oui, bah, vous savez, quand vous êtes militaire, que vous avez une longue carrière militaire et que vous terminez officier général, bah, c'est assez classique d'avoir la Légion d'honneur, oui. Alors la première Légion d'honneur, c'est-à-dire le chevalier, je l'ai eu en 2005. Je venais juste d'être médecin-chef de la BSPP et ça m'a beaucoup ému parce que j'aurais aimé que... parce que comme les médailles, en fait, ce qui fait plaisir, c'est pour vos parents. Mhm. Surtout moi qui suis d'un milieu modeste, j'aurais aimé que mon père soit là. Il est mort, était mort 2 ans auparavant. Et lui, qui était un smicard, comme un certain président aurait pu appeler ça un sans-dents, vous voyez. Et il aurait été tellement fier de me voir remettre la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur de l'époque. J'avais mis sa photo de mon père dans la poche. Et quand je vois les photos de cette remise, je suis pas très beau parce que je serre les dents, parce que j'ai pas envie de pleurer, parce que je pensais à mon père. Et puis, lorsque je quitte l'armée, je suis officier de la Légion d'honneur. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est le 18 septembre 2017, donc pour la fête des pompiers de Paris. C'est aux Invalides et c'est mon ami le général Jean-Claude Gallet. Jean-Claude Gallet, c'est lui qui a commandé les pompiers de Paris lors du feu de Notre-Dame. C'est un ami très cher et c'est lui qui me la remet. Donc je suis très content que ce soit lui qui me la remet. Et puis je suis un peu triste parce que ma maman est en EHPAD, elle a plus du tout sa tête. Et puis, je ne peux pas lui dire qu'on me remet la Légion d'honneur, elle n'avait pas compris. Alors, je la dédie à mes 3 filles, hein, qui ne m'ont pas vu souvent, des fois qui m'ont vu partir, qui ne savaient pas très bien ce que je faisais. Et ben voilà, cette médaille, c'est pour elles. Voilà. En tout cas, félicitations pour ça. Là, c'est une très bonne transition que vous faites par rapport à votre famille. Vous avez dit que votre femme aussi était médecin. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de déplacements. Je sais qu'à un moment donné, dans votre livre, vous étiez à Kaboul, elle à Djibouti, il me semble. Tout à fait, oui. Quelles ont été comment on gère cette vie-là? Quelles ont été les réflexions de vos enfants? Est-ce qu'ils comprennent aujourd'hui? Bah, oui, ils comprennent. Bon, d'autant que ma fille aînée, maintenant, est interne en réanimation. Ah. Ben, oui, ça n'a pas toujours été facile, je dois dire, d'avoir des parents qui avaient la bougeotte. Et alors, l'épisode est fait un peu sourire, puisque à cette époque-là, moi j'étais à Kaboul, mais j'étais à Kaboul en permanence. Mon épouse que j'ai connue était praticienne hospitalière civile. Elle était à l'époque anesthésiste en chirurgie cardiaque à Bichat, et elle s'est engagée 11 ans dans l'armée. Elle a fait d'abord 4 ans chez les Savants de Paris, où elle a monté la cellule des marches qualité. Ensuite, elle est partie 4 ans à l'hôpital Percy à Paris, qui est un hôpital spécialisé dans les gros traumatisés de guerre. Et ensuite, elle est partie 3 ans en Afrique, où elle a monté elle a dirigé une école d'application du service santé pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et elle a en particulier monté une structure de simulation santé. Et à cette époque-là, donc quand j'étais à Kaboul, elle était à l'hôpital Percy. Et à l'hôpital Percy, elle a fait deux opérations extérieures, une en Côte d'Ivoire et une en Afghanistan, pas en même temps que moi d'ailleurs, heureusement, à l'époque un peu décalé, quelques mois. Mais elle faisait par contre beaucoup de rapatriements sanitaires, d'aller chercher des blessés avec les avions de la République français. Alors c'est des missions courtes, hein. En gros, l'avion il décolle à 14 heures et il est de retour à Paris le lendemain à 8 heures, puisque c'est un vol aller-retour, 2 heures sur le tarmac, prendre en charge le blessé et rentrer. Et un soir, je téléphone à ma dernière fille, qui c'était donc en 2011, elle avait 7 ans, et je lui dis, bah, écoute, Louise, regarde la map monde, moi je suis en Afghanistan, puis à cette heure-ci, maman est à Djibouti, chercher un blessé. Bon, rassure-toi, demain matin à 8 heures, elle sera rentrée. Alors, mes filles n'étaient pas seules, hein. On habitait Clamart, on avait une maison sympathique, et on avait une jeune fille au père qui s'occupait très bien de nos enfants pendant les quelques heures où où ma femme faisait des escapades en avion. Elles vous ont pas voulu? Bah, c'est difficile. Non, je pense pas elles ont compris que elles ont une vie, notamment on est parti en Afrique, etc. Et c'est vrai que le départ en Afrique a été douloureux pour elles, parce que vous imaginez partir du lendemain, mettre une partie
votre maison dans un garde-meuble, une partie qui part sur un bateau, et puis vous partez chacun avec 2 valises. Voilà, on perd les amis. Et puis elles ont vécu tellement de belles choses, des choses extraordinaires en Afrique. Au bout du compte, on se dit, bah, c'était super riche en fait. Mais Claude, là, vous avez vécu énormément de choses parce que là, on a balayé, parce que voilà, dans le livre, vous détaillez, il faut que les gens achètent le livre pour comprendre. Mais tout ce que vous avez vécu, parce que là, tout à l'heure, on a parlé de moments de joie, mais ces moments de détresse, de mort, tout ce que vous avez pu voir, comment on s'en remet? En écrivant. Non, mais moi j'appartiens à une époque où il y avait une vraie fraternité. Bon, je pense que c'est plus compliqué actuellement. Les gens sont devenus de plus en plus individualistes. Nous, quand on rentrait d'intervention, bah, c'était festif. On ouvrait une bière, on discutait, on rigolait, etc. Moi, je vois maintenant les jeunes maintenant, ils rentrent chez eux, ils regardent leur téléphone, ils sont penchés sur eux. Il y a moins de communication interpersonnelle, quoi. Et je crois que ce qui sauve un peu, c'est ça, c'est de rester soudé, d'affronter un peu la mort, d'affronter ses larmes, de l'affronter à plusieurs. Alors, c'est pas simple, hein, je veux dire, c'est clair que c'est pas simple, qu'on a tous derrière chacun des cadavres dans son placard, hein. Mhm. Et je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup touché. Donc j'ai écrit ce livre. J'ai été invité dans différentes émissions sur RTL, sur TF1. Et le jour de la sortie du livre, le 23 octobre, j'ai été invité sur RTL par Faustine Bollard. Alors, bien sûr, comme tous les journalistes, on m'a parlé d'accident de la princesse de Galles, de la prise d'otage de l'île, des choses qui sont, c'est vrai, très connues mondialement, qui sont médiatiques. Et puis, à la fin, je lui ai parlé de choses, pour moi, extrêmement importantes, c'est-à-dire des morts plus anodines, en fait, mais qui vous touchent particulièrement, et notamment celle que je raconte dans le prologue. Et lorsque j'en parle, j'ai vraiment les larmes dans la voix. D'ailleurs, ce qui perturbe un peu la présentatrice. Et puis l'émission se termine. Et une quinzaine de jours après l'émission, je reçois un message d'un de mes anciens adjoints, lorsque j'étais médecin-chef de la BSP, qui était un jeune médecin à l'époque. Et il me dit, mon général, j'ai pas encore lu le livre parce que je viens de l'acheter. Par contre, j'ai écouté l'émission sur RTL et j'ai senti que vous aussi, vous pleuriez. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et là, il m'écrit, il me dit, lors du feu de Vincent Auriol. Alors, Vincent Auriol, c'est un incendie qui est en 2005, en fin août 2005. Là, ça fait 20 ans, hein. Et il y a eu 17 morts, dont 14 enfants, essentiellement de population immigrée. Et il me dit à la fin de l'intervention, le colonel qui commandait le dispositif lui demande d'aller dans le dépositoire où avaient été mis tous les décédés pour aller préparer les enfants afin que les familles puissent les identifier. Donc il y va. Il essaye tant bien que mal d'enlever un peu le sang qu'il y avait du sang, de les rendre un peu présentables. Et puis la dernière petite fille, c'est celle qu'il a essayé de réanimer pendant 30 minutes. Et cette petite fille, elle a deux tresses. Elle a deux tresses, hein. Une tresse qui est bien faite et puis une tresse qui est complètement défaite. Et là, il lui prend l'idée d'essayer de refaire cette tresse. Alors vous imaginez un papa, donc un homme, essayer de faire une tresse à une petite fille. Bien sûr, il n'y arrive pas bien. Et il est complètement en pleurs en essayant de refaire cette tresse. Et dans ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est plus dans l'action de réanimation. Il faut savoir que quand on est dans l'action, ce qui va gérer vos actions, c'est ce qui est en superficie dans votre cerveau, les structures qu'on appelle corticales. Et ce qui gère vos émotions, c'est beaucoup plus profond dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le système limbique. Et
lorsque vous mettez en jeu des actions, vous avez tendance à inhiber ce système limbique de vos émotions. Donc, l'action va inhiber vos émotions. Mais là, il n'est plus dans l'action. Là, il n'y a que l'émotion qui ressort. Et cet épisode le marque à jamais, quoi. Ce qui le marque pas, c'est pas que la petite fille soit morte, qu'il n'ait pas réussi à la réanimer en tant que telle. Mais ce qui le marque, c'est d'essayer de rendre cette petite fille présentable et qu'il n'y arrive pas. Vous voyez, et il m'en parle et il me dit, mais j'ai jamais osé vous en parler parce que vous aviez une aura telle, vous avez fait tellement de choses, vous avez fait 35 plats rouges, 3 accidents ferroviaires, vous avez une vie de baroudeur, etc. Vous n'allez pas comprendre ce que j'allais vous dire. Et il me dit, j'en ai même pas parlé à ma femme. Et vous êtes le premier, 20 ans après, qui j'en parle. Et je vous en parle parce que j'ai compris que vous aussi, vous étiez capable de pleurer, quoi. Donc, ça m'a ému parce que quand j'ai écrit ce livre, je l'ai pas écrit pour ça, mais je me rends compte que il a aussi une vertu pédagogique. Il permet à certains qui ont vécu des choses un peu similaires de dire, malgré tout ce qu'il a pu faire, un peu d'extraordinaire, il reste quand même de l'humanité. C'est ça. Parce que justement, vous en parlez dans le prologue, il y a un jeune psychologue qui vous dit, mais comment vous avez ressenti votre proximité avec la mort? Et là, vous vous rendez compte que vous avez côtoyé quand même plus de 800 décès. Oui, j'essaie de faire un rapide calcul. Ouais. C'est énorme. C'est pour ça que je me disais comment on s'en remet, en fait. Parce que quand on vous lit, vous avez on s'en remet en écrivant un livre. C'est thérapeutique. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Et est-ce que vous avez des regrets? Non, j'ai pas de regrets parce que, bien sûr, j'ai eu des déceptions des fois. Dans sa vie, en particulier professionnelle, on a forcément des déceptions. Je pense que ça n'arrive pas, on a un boulevard et tout, c'est doré, etc. On a forcément toujours des déceptions, etc. Mais j'ai chaque fois essayé de transformer ces déceptions et, si vous voulez, c'est un peu comme une espèce de labyrinthe. Vous pouvez pas aller à un endroit, vous prenez un autre et puis vous essayez de trouver des fleurs dans le nouveau chemin, quoi. Voilà. En tout cas, du coup, j'ai pas de déception. Voilà. C'est très bien. En tout cas, vous considérez pas comme un héros parce que vous dites qu'être un héros, c'est mettre en jeu ce qu'on a de plus cher et de manière unique, ultime, sa vie pour une cause qui nous dépasse. Guy Môquet, vous parlez du colonel Bertram aussi. Donc pour vous, vous n'êtes pas un héros, vous acceptez pas qu'on vous... Non, moi je veux bien qu'on dise que j'ai un métier intéressant et que j'ai un métier utile, bien sûr, mais c'est pas ça un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui fait... le don de qui soi. fait un don de soi, ou au moins quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. Je vais vous en citer un. Alors, bien sûr, il n'y a pas que... Je pense qu'on peut affubler de termes de héros des gens qui ne sont pas forcément morts, mais vous prenez le pilote du Boeing qui s'est posé sur l'Hudson, lui, on peut dire que c'est un héros, parce qu'il a fait quelque chose d'héroïque. Il a doublement fait quelque chose d'héroïque. C'est-à-dire, à un moment donné, dans une situation de crise majeure, il prend une bonne décision, qui n'est pas facile à prendre, c'est se poser sur la rivière. Et non seulement il prend une bonne décision, mais techniquement, il pose l'avion et quand on connaît, alors moi je connais un peu le pilotage parce que vous êtes pilote quand même, mais poser un avion sur l'eau, c'est pas facile. Et vous voyez de nombreuses vidéos sur internet d'avions qui se posent sur l'eau. Il y en a beaucoup qui se crachent parce qu'il suffit d'avoir une aile qui touche un peu l'eau et à ce moment-là, l'avion bascule et puis c'est la cata dans l'avion. Donc lui est un héros. Bon, il n'est pas mort, si vous voulez. Il n'y a pas que Beltrame et puis Guy Môquet, etc. Même si eux, pour moi, c'est des grands héros. Mais voilà, ce capitaine, c'est un héros parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il va sauver des tas de gens par une compétence extraordinaire. Voilà. Moi, j'ai sauvé des tas de gens, mais encore une fois, je le dis, moi, quand on me demandait, mais est-ce que tu es fier d'avoir sauvé des gens? Je dis, oui, je suis fier. Mais surtout, je suis humble parce qu'en fait, c'est jamais tout seul qu'on les sauve, les gens. C'est toute une équipe. Au mieux, je suis un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, c'est bien.
Enfin, si les musiciens ne savent pas jouer, vous savez, la symphonie, elle n'est pas très belle. Et de toutes ces expériences-là, laquelle est la plus marquante? Ah là là, c'est la question la plus difficile. Il y en a tellement que je ne peux pas Ah, donner la plus marquante. Je crois qu'il faut lire le livre. Mais vous avez une réflexion dans le livre à propos de la fin de vie sur laquelle j'aimerais revenir. Vous êtes pas, enfin, vous avez vu la loi qu'il y a par rapport à cette histoire de fin de vie. Vous avez émis une réflexion comme quoi il fallait pas parler forcément d'euthanasie, mais par rapport à la dignité, en fait, la fin enfin, la fin de vie, mais vous parlez pas d'euthanasie, vous parlez plutôt de fin de vie, en fait, accompagner les gens dans leur fin de vie, par rapport à la dignité, il me semble. Oui, alors c'est compliqué. D'abord, je pense que la loi est mal écrite déjà, parce que c'est une chose de très, très complexe qui ne peut pas se décider comme ça en un seul mot. Moi, j'ai participé à abréger des souffrances comme beaucoup de praticiens. Vous savez, quand on suit la loi actuelle, hein, qui est toujours en vigueur, la loi Leonetti, il y a ces patients que on désigne comme l'ATA. Alors c'est un terme, un acronyme un peu barbare, mais ça veut dire que on limite toute activité thérapeutique et on arrête tout et on met des soins de confort. Alors, qu'on soit clair, lorsque on arrête tout, parce que le patient, on sait très bien qu'il va mourir entre quelques heures et quelques jours, c'est ça la définition. On arrête toute thérapeutique, on arrête les antibiotiques s'il y a des antibiotiques, les produits qui sont stimulants cardiaques éventuellement, et puis on va faire en sorte que la mort soit douce, c'est-à-dire qu'on va lui faire passer des morphiniques pour pas qu'il ait mal, des anxiolytiques pour qu'il, si ce n'est que le faire une anesthésie générale, au moins qu'il soit un petit peu dans les nuages, si vous voulez. Mais là, vous allez entraîner la mort. Et donc, vous ne l'entraînez pas de manière active, comme quand on pousse, quand on tue quelqu'un aux États-Unis, par exemple, de manière médicamenteuse. On va utiliser 3 produits, grosso modo. On va utiliser un hypnotique, on va utiliser un morphinique, et puis on va utiliser un curare. Vous poussez, et puis 1 minute après, la personne est morte. Donc c'est ça, c'est-à-dire que... et puis vous avez l'autre façon qui est beaucoup plus douce, vous arrêtez tout, et puis vous faites, comme je dirais, dans un avion qui atterrit, vous faites un bel arrondi. Voilà, donc si vous voulez, la marge entre les deux, c'est un peu difficile quand on n'est pas habitué à comprendre, quoi. Donc la loi actuelle, qui est encore en vigueur, la loi Leonetti-Kreis, permet d'avoir une fin de vie. Le problème qui se pose en France, c'est un problème de moyens. Alors, il y a le problème du suicide assisté, on pourra en parler si vous voulez, mais qui est un autre problème. Mais cette fin de vie douce devrait pouvoir exister. Le problème, c'est que c'est souvent les conditions matérielles qui permettent de pas bien faire, parce que il faudrait, dans l'idéal, la faire dans des chambres bien individualisées, bien propres, voire avec de la musique, mais malheureusement, souvent, c'est sur un brancard des urgences, vous voyez, et on revient quand même sur la problématique de l'offre de soins en France. Alors, l'autre facette, c'est le problème du suicide assisté, là, qui est plus un problème médical, hein, qui est, à mon sens, un problème socio-philosophique. C'est-à-dire, est-ce que on a le droit d'aider les gens à se suicider ? C'est-à-dire de véritablement, c'est-à-dire qu'au lieu qu'une vieille dame se jette par la fenêtre parce qu'elle n'a plus envie de vivre, ce qui peut être tout à fait acceptable, hein, de lui dire, ben non, on va vous proposer de vous aider à vous suicider, mais de manière plus propre. Moi, je dois dire que j'ai pas d'avis bien tranché dessus. Je peux comprendre des gens qui pensent ça. C'est vrai que mes confrères, un certain nombre psychiatres, pensent que le risque, c'est que des gens qui sont quand même soignables, on les mette dans un circuit qui est définitif, alors qu'on aurait pu les soigner. Mais je peux comprendre aussi que il vaut mieux aider quelqu'un à mourir que la vieille dame se jette du 6e étage. Voilà.
Et Claude, aujourd'hui, donc le livre se termine en disant que vous êtes civil. Donc tout à l'heure, comme vous le disiez, vous êtes à mi-temps au SAMU. De 47 de l'Haute-Garonne, oui. Donc là, vous, en gros, voilà, vous êtes là pour continuer à travailler, rester actif. Et ce qui est bien dans votre livre, à un moment donné, vous dites le terme passion convient mieux que le terme métier. Est-ce que vous direz que c'est un métier passion, si je dois combiner les deux? Oui, bah, c'est un métier. Oui, c'est un métier passion. Il faut, sinon, c'est trop dur. Et là, vous passez pas à la retraite, vous dites non. Oui, là, j'ai signé pour 3 ans encore. Vous voyez, donc, mais c'est pas facile du jour au lendemain de raccrocher quand on a un métier, c'est intense que ça, quoi. Bien sûr. Et j'aimerais terminer justement par un passage de votre livre de la fin. Donc, vous dites, ma vie professionnelle, ce fut non seulement des rencontres, mais aussi du partage. La médecine d'urgence que j'ai pratiquée à l'âge adulte, je l'ai vécu comme le sport que je pratiquais dans ma jeunesse, le rugby qui est un magnifique sport d'homme. J'emploie à dessein le terme d'homme car le rugby nous offre, comme la médecine d'urgence me l'a offert, ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, la fierté et l'humilité. Je ne suis en rien un héros. J'ai eu la chance de vivre une vie professionnelle passionnante. Et ma vie a été jonchée de pleurs et de souffrances. Quand on entre chez les gens, la douleur, la détresse et la mort ont un visage, celui de l'intimité. Ma vie, ce fut une vie de sang. Vous fûtes un amour éphémère, un amour d'un temps ou un amour intemporel. Votre sourire me permet de vous offrir un ruissellement de plaisir sur un lit de tendresse. Vous m'avez offert une vie en or. D'où le titre finalement. Tout à fait. Le titre est expliqué à la fin. Voilà, c'est ça. Donc je remontre le livre ici de Sang et d'or de Claude Fuyat. Franchement, bravo. Bravo déjà pour votre parcours. Bravo pour toutes ces interventions-là. Même la fin, ça montre que effectivement vous avez été confronté au sang, mais le fait d'avoir été face à l'humain, l'aider, etc., fait que vous avez pris le meilleur aussi. Ça vous a fait une vie en or finalement. Oui. Alors, juste une précision, parce que c'est bien marqué dans le livre. Quand je dis un sport d'homme, c'est homme avec un grand H. Oui. Homme dans le sens de l'humanité. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai lu après pour préciser. Parce que j'aime beaucoup le rugby féminin, qui est un rugby beaucoup plus souple et beaucoup plus aéré. Donc c'est un sport d'homme, c'est-à-dire où ressort l'humanité. Bien sûr. Et pour moi, le rugby, c'est un peu comme la médecine d'urgence. Hein. C'est un sport qui doit vous procurer du plaisir, parce que quand on marque un essai, on est content. Mais contrairement à d'autres sports, celui qui marque un essai, c'est souvent pas celui qui fait la plus belle action de jeu. C'est-à-dire qu'on lui a offert le ballon au dernier moment. Donc, il faut être humble quand on rugby. Bon, on est content quand on marque l'essai, bien sûr. Hein. Moi, j'ai au rugby, on est content. Mais voilà, on n'est pas là à se dire, ouais, c'est moi le kékou qui a marqué l'essai. Oui, si on a marqué l'essai, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont fait quand même du bon travail avant. Quoi. Voilà. Non, parce que je tenais justement à lire, je trouve que ça clôture bien votre livre que je remonterai là, voilà. Donc encore bravo pour ce parcours et pour toutes ces interventions là en tout cas. Claude, on a une rubrique lecture ici. Est-ce que vous pourriez me recommander 1, 2, 3 livres s'il vous plaît? Alors, peu importe la thématique, carte blanche. Moi, il faut lire. Je suis un amoureux de Camus, ça se voit quand on lit le livre. Pour moi, il y a 1 ou 2 livres de Camus qu'il faut lire, qui sont des livres tout à fait accessibles. C'est L'étranger et la peste. Et puis, pour ceux qui s'intéressent un peu à la gestion de crise, il y a un magnifique livre qu'il faut lire, c'est Premiers combats de Jean Moulin. Alors, ce livre est un petit livre, il est édité toujours aux éditions de Minuit. Ce livre a été écrit par Jean Moulin. Après la débâcle de 40, lorsqu'il était préfet de Chartres, et il raconte un peu son expérience de la gestion de cette débâcle, qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est préfet, mais il n'a plus d'essence pour sa voiture, il se déplace en vélo, il gère la crise, il réquisitionne les boulangers pour faire du pain. Enfin, il est là au milieu du chaos. Enfin, c'est pas le préfet qui est dans son bureau, etc. Et il raconte ça. Donc, il est répudié par Pétain, parce que il n'est pas dans le bon courant de l'histoire, et il va se réfugier à Saint-Andiol, dans sa maison de secondaire qui est près d'Aix-en-Provence. Et là, sur un petit cahier, il écrit un peu ses mémoires-là, et ce cahier est retrouvé par sa sœur après sa mort, et elle l'édite en 1947 aux éditions de Minuit. Et ça s'appelle Premier combat, et en fait, c'est le récit de cette gestion des crises extraordinaire. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la gestion de crise, il faut le lire parce que c'est un témoignage saisissant, quoi.
vous savez que bon, dans la tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour vous. Sauf que ce livre-là, c'est Premier combat de Jean Moulin. Je sais pas, vous l'avez déjà, je suppose. Oui. Parce qu'il est juste là, en fait. Mais je savais Mais pas c'est que. pas grave. Je- Allez. c'est pas grave. J'en aurai deux, mais comme j'ai une maison secondaire, je mettrai. Allez. On va le montrer pour que Allez. vous voyez comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et C'est incroyable. c'est incroyable. Et c'est un livre magnifique. Voilà. Premier combat Exactement. de Jean Voilà. Moulin. Vous voyez, c'est pas un très grand livre, ça se lit dans la soirée pratiquement. Et merci parce que là vous avez fait un excellent diagnostic là. Ah bah écoutez, diagnostic oui, mais bon, vous l'avez déjà. Voilà, non mais je l'ai déjà, mais c'est pas très grave. Parce que souvent je le lis, souvent je le relis. J'ai dû le lire au moins une dizaine de fois. Alors comme j'ai la chance d'avoir aussi une maison secondaire, je l'amènerai dans la maison secondaire. Ça me permettra à l'été, quand je suis sous mon olivier en Catalogne, C'est de magnifique. penser à vous. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Claude, j'ai deux dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je vous pose la question, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? J'aimerais bien qu'on se souvienne de moi de quelqu'un qui a toujours essayé d'être meilleur. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se souvienne de moi de quelqu'un qui a essayé de transmettre. De transmettre. D'ailleurs, dans le livre, il y a un épisode que je vous laisse découvrir, enfin que je laisserai découvrir. Et là, par exemple, ce qui m'intéresse dans le métier que je fais actuellement, c'est vrai, les conditions de travail au SAMU, au 15 sont compliquées pour des tas de raisons. On va passer parce que c'est devenu un peu la rustine de l'offre de soins en France. Mais ce qui m'intéresse, j'ai des adjoints de régulation, ce qu'on appelle des assistants de régulation médicale. Ce qui m'intéresse, c'est de toujours d'être près d'eux, en permanence au milieu d'eux, et de leur apprendre, continuer à leur apprendre, de les rendre encore plus performants. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de transmission. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est une image qui est forte pour moi, c'est que dans la vie, dans la vie professionnelle particulièrement, on monte un mur. Et surtout, quand on est chef, on monte un mur et on fait en sorte que ce mur soit le plus haut et le plus beau possible. Et pour moi, l'imaginaire du mur, elle est importante parce qu'elle induit deux choses. Premièrement, après vous, il y aura des successeurs et qui sera plus beau, et c'est normal. Et c'est normal, et moi je suis très fier qu'un de mes successeurs chez les pompiers de Paris soit in fine plus brillant que moi, et j'en suis très fier. Ça veut dire que le mur montera plus loin. Mais en même temps, si j'ai pu construire cette rangée de murs, c'est qu'il y a des gens avant moi qui avaient construit ce mur, et de ne pas les oublier. Voilà, je crois que s'il y a un message à faire passer, je prends dans la vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être chagriné ou mesquin ou pervers parce que vous avez des successeurs qui sont plus brillants que vous. Non, c'est la règle. Et tant mieux. Mais ne pas oublier aussi que ce que vous faites, c'est parce qu'il y a d'autres avant qui ont travaillé et qui ont permis de faire ce que vous allez faire. Très très beau message. Claude, qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous-même? Sur moi-même, que j'ai été capable de gérer des situations difficiles. Je me suis rendu compte, j'ai mis un peu de temps, alors des fois, les gens ne comprenaient pas, c'est que plus la situation est compliquée, plus j'étais calme. Alors certains, des fois, qui ne me connaissaient pas, me disent « mais ils s'en foutent, c'est pas possible ». Non, mais en fait, plus j'avais l'impression que la situation dégénérait, plus je prenais de recul et plus je disais mais il faut se calmer, il faut réfléchir, il ne faut pas partir comme un V1. Et voilà, ça m'a appris ça m'a appris. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas
la prédisposition que j'avais lorsque j'étais tout jeune médecin, mais au fur et à mesure que j'ai grandi, eh bien, je me suis aperçu de ça, que ce qu'il fallait, c'est prendre du recul, quoi, si on veut être efficace. L'expérience, c'est vrai, c'est vrai. Claude, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vivre longtemps et heureux. Ah bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Voilà. Non, puis connaissant bien la mort, je pense que la plus belle des choses, c'est de mourir en bonne santé. En tout cas, merci pour vos mots, Claude. Et par rapport à toute cette expérience-là, on a appris. Et franchement, vous avez eu plusieurs vies dans une vie, faut le dire. Hein, ne serait-ce que par rapport aux nombreux changements de poste, les voyages, etc. Une vie bien remplie, bien riche. Vous a fait profiter aussi à vos enfants. Et je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, merci Merci beaucoup. Pour vos mots. Pour cette invitation. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.